Bien, alors bonjour les amis, j'espère que ça va mieux que moi, parce que qu'est-ce que j'ai chaud. Mais j'ai chaud. C'est rare que j'ai chaud à ce point-là, mais là je suis en eau, j'ai même essayé de me maquiller, c'était pas la peine. Et donc je suis rouge comme une pivoine, bah tant pis, vous m'aurez en mode pivoine aujourd'hui, on fait ce qu'on peut. Hein. La prochaine fois, je ferai bouton d'or, on verra. En tout cas, il fait vraiment chaud. Voilà, donc à part ça, ça va. Enfin, ça va, ça pourrait aller mieux, mais on fait avec. Hein. Alors, d'abord merci parce que vous avez été pour certains généreux et même pour d'autres encore plus généreux. Merci pour les petits cafés que vous m'offrez, les pots de café aussi, parce que vous avez vu que sur pas le Padre Pio, mais j'y tiens vraiment. Mais sur le pauvre curé d'Ars, il nous a joué les Titanic, celui-là aussi. Quand même 365 abonnés qui répondent à l'appel sur 55 600 au bout de 2 heures et demie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas les alertes, ou ça veut dire que vous les avez après coup, comme on me l'a signalé. Donc, comme on sait que ça déclenche le système de visibilité et de référencement, voilà. Donc, c'est ennuyeux. Alors, on peut se rattraper par le reste, mais à condition que vous soyez prévenus. Donc je sais pas comment je vais faire parce que c'est de pire en pire et que bon, on m'a répondu hier au bout de 8 jours que tout allait bien, qu'il fallait que vous actionnez la cloche, mais la cloche noire, je crois que c'est celle-là qu'il faut actionner. Et puis que pour le reste, c'est vos paramètres qui vont pas. Maintenant c'est plus moi, c'est vous. Hein. Voilà, c'est marrant parce que c'est global, ça marchait avant, puis d'un seul coup, ça marche plus. Bon, enfin c'est pénible. En tout cas, si j'avais pas vos dons, et je vous en remercie du fond du cœur. Je vais quand même vous avouer les choses, que vous connaissez pas les comptes. Cette vidéo sur le curé d'Ars, c'est un boulot qui m'a pris plus de 100 heures et qui m'a rapporté 98 €. Elle est pas belle la vie. Vous travailleriez pour 98 centimes de l'heure? Je suis pas sûre. Si je vous disais, madame, venez donc faire le ménage chez moi, 98 centimes de l'heure, vous me diriez votre balai, vous pouvez vous le garder, salut. Bon, c'est décourageant. Je vais vous dire un truc, c'est parce que j'en ai besoin, parce que j'ai pas assez de retraite pour vivre. Là, j'en peux plus, parce que je travaille comme une dingue, j'ai encore fini à 3 heures du matin. Et je me lève pas à midi. Hein. Donc, puis alors, vous savez ce que j'ai découvert? Sur une autre plateforme que vous m'avez recommandée. Eh ben, je me suis fait piller ma chaîne. 69 vidéos. Sur lesquelles il y a des gens qui croquent. Dont un qui a fait un gros marché. Hein. C'était un gros caddie. Nous vivons à l'ère c'est pas possible. Puis alors, bon, les publicités, j'ai l'impression il y a des gens qui n'en ont jamais, alors qu'ils n'ont pas de bloqueur de publicité. Donc, je sais pas ce qui se passe. Quant à ceux qui en ont, je les remercie, chaleureusement. Vous m'aiderez à couler plus vite, hein. C'est bien de vous refiler des tuyaux aussi. Je devrais pas vous dire ça, mais franchement, moi aussi, je voudrais mon petit confort. Mais honnêtement, voilà ce que j'ai à dire. Donc merci, n'oubliez pas de faire des commentaires. Merci pour vos commentaires d'ailleurs qui sont toujours aussi gentils et je les sais sincères. Continuez comme ça. Faites ce que vous pouvez et puis c'est tout. J'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui, je suis découragée. Voilà. Donc vous voyez, je suis toute rouge, c'est pas la rage, c'est j'ai chaud en plus. Voilà. Je préfère me marrer parce que malheur de Sophie. Il y a encore les trolls qui vont se déchirer. Il y en a une qui m'a écrit l'autre jour. Tu pourrais peut-être bosser un peu plus, comme ça t'aurais pas besoin de faire la quête ou un truc dans ce goût-là. Comment je vais faire? Il me reste 4 heures pour dormir. Bon. Je pourrais peut-être l'inviter à faire un stage. Comme ça, elle pourrait m'aider. Puis, on mange sur ses joues le midi. Le soir, c'est une banane et un yaourt. Et on passe jusqu'à 1 heure ou 3 du matin. On verra ce que ça donne. Bon allez, je préfère en rire, un petit peu d'humour ne fait pas de mal, mais c'est tellement tragique qu'on vit vraiment dans une drôle d'époque. Voilà, j'espère que ça va s'arranger, puis si ça s'arrange pas, moi je suis contente d'avoir l'âge de mes artères, qui vont pas bien d'ailleurs, ça au moins,
Je sais pas où j'irai après, hein, mais j'espère que j'aurai pas pire, parce que là, j'en peux plus. Voilà, bon, allez, on va passer à autre chose, parce que c'est n'importe quoi, et vous attendez votre sujet. Et je vous ai dégoté un truc que certains avaient demandé. Suite à une vidéo que j'avais fait au début janvier concernant les ovnis de la Saint-Sylvestre, et ça se passait sur l'île de Vancouver. Et ça, on va retourner à l'île de Vancouver exactement au même endroit, où il y a quand même des trucs extrêmement bizarres, comme vous allez le voir. Alors, Granger Taylor, vous avez peut-être entendu parler de lui ou pas. En tout cas, j'ai fait un travail de dingue là-dessus. Pourquoi ? Parce que sur des choses comme ça, des disparitions mystérieuses, parce qu'il est question de cela aujourd'hui, tout le monde y va de son bon train, surtout s'il y a un arrière-goût de soucoupe volante, ce qui est le cas aujourd'hui. Et c'est quand même très étrange, donc il a fallu que je cherche, que je fouille, que je trie, que je vérifie, et donc ça m'a pris un temps fou d'ailleurs de faire ça, encore bon, oui, j'ai bien bossé une centaine d'heures aussi là-dessus. C'est un truc de fou. Alors j'ai fait au mieux. Je pense que je vous dis quand je pense que c'est douteux. Et puis pour le reste, j'ai écrit, je vais vous parler de ce qui me paraît le plus cohérent et le plus juste. Voilà. Alors c'est parti. Alors je vais vous parler de ce Granger Taylor, qui est un gros nounours, assez excentrique mais adorable. Et il est né le 7 octobre 1948 à Duncan, qui est une petite ville dont les habitants sont essentiellement des pêcheurs et des forestiers, mais aussi des artistes, parce qu'il y a beaucoup d'Amérindiens, des Cowichan, qui étaient les anciens occupants de ce territoire avant que les colons n'arrivent, et qui sont restés là, et qui font un artisanat absolument magnifique. C'est la ville aux 40 totems, il y a des totems magnifiques. Les mamies et puis des plus jeunes font des pulls qui sont absolument extraordinaires avec des motifs symboliques qui sont très très beaux. Enfin, il y a une belle vie amérindienne là-bas et là, vous allez voir qu'il y a autre chose qui est quand même très intéressant et qui pourrait expliquer beaucoup de choses aussi. Alors, donc notre brave garçon, il est né à Duncan, dans cette ville que j'aimerais bien découvrir, et c'est donc dans la province canadienne, sur l'île de Vancouver, et donc dans la province canadienne de Colombie-Britannique, où il se passe beaucoup de choses, pas seulement à Vancouver. Hein. Donc Taylor, il a perdu son père très jeune, il était un petit bébé, un jour celui-là est parti à la pêche, et un matin sur le lac Horn, qui est au nord, un peu plus au nord, et on ne l'a jamais revu. On suppose qu'il a dû se noyer accidentellement, en tout cas, son corps n'a jamais été retrouvé. J'irais dire tel père, tel fils, hein, parce que c'est exactement ce qui va se passer. Ça sera donc le beau-père de ce pauvre petit garçon qui s'appelle Jim Taylor, qui est un veuf de 3 enfants avec lequel sa maman s'est remariée, qui va l'élever comme s'il était son propre fils, et d'ailleurs il lui donnera son nom. Il grandira donc ce petit garçon avec son frère et sa sœur, biologique mais également avec les 3 enfants de Jim. Et ça sera une famille recomposée, très unie, très heureuse, qui va vivre en harmonie dans une agréable zone boisée de Somenas Lake, qui est un petit lac qui est juste à côté de Duncan, vous voyez. Et puis voilà, donc tout le monde est heureux, mais on va remarquer que tout petit, le gamin, il est plutôt solitaire. Au lieu d'aller jouer avec ses copains, il préfère rester tout seul dans sa chambre à bricoler ses jouets. Il les démonte, il les remonte, certains d'entre eux, il va en fabriquer d'ailleurs avec des bouts de jouets, d'autres jouets, ou des gadgets parfois aussi, enfin il fait que ça, il y a que ça qui l'amuse, c'est un as de la bricole. Il adore lire, mais pas les BD, ça l'intéresse pas du tout. La seule chose qu'il demande qu'on lui achète, c'est des bouquins sur la mécanique et sur les inventions. C'est tout ce qui l'intéresse. Et comme l'étude, évidemment, il va à l'école, comme tout le monde, ça ne l'intéresse pas plus que ça. Et il abandonnera l'école à 14 ans. Donc il va être apprenti mécanicien, il va apprendre la soudure et tout ça, mais il apprend tellement vite que il n'a plus rien à apprendre. Donc ça va s'arrêter assez vite. Donc, ce qui le passionne plus que tout, c'est la mécanique. Et Dieu sait s'il en sait sur le sujet. Plus tard, ça sera l'électronique. Et en tout cas, question mécanique. Ils sont train d'une créativité et d'un enthousiasme débordant. On peut dire que très jeune, il s'est montré surdoué en ce domaine,
Plus tard, certains iront même jusqu'à le qualifier de génie de la mécanique, et on peut pas leur donner tort parce que vous allez voir ce qu'il est capable de faire. C'est ainsi que vers 12 ou 13 ans, il va construire de toutes pièces une voiture avec des morceaux de véhicules qui sont abandonnés dans la forêt, qu'il a été récupéré. Elle sera propulsée par un moteur monocylindrique de son invention. Il a carrément créé un moteur. À 14 ans, il est déjà capable de démonter et de remonter tout type de véhicules motorisés. Il ira même un peu plus tard reconstruire d'anciens camions forestiers, des vieux tracteurs hors d'âge, qui sont toujours trouvés à l'abandon dans la forêt, parce qu'il y en a partout. L'année de ses 17 ans, ce sera un bulldozer réestimé irrécupérable par des professionnels qu'il remettra en état de marche. Mais 2 exploits mécaniques le rendront célèbre à Duncan et dans tout le comté de Cochiwan et même plus loin certainement. Le premier sera la construction, l'année de ses 20 ans, d'une locomotive à vapeur abandonnée près d'un chantier forestier à l'autre bout de la forêt. Et le second, la reconstruction d'un avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale. Pour ce qui est de la locomotive, dont les tôles ont parfois été crevées par la pousse des arbres, il va la démonter sur place, en pleine forêt. Puis il en ramènera une à une toutes les pièces et les boulons. Depuis le fin fond de cette forêt, donc, jusqu'à la ferme familiale. Pour pouvoir transporter tout ça, il a dû se frayer un chemin, évidemment. S'il y a des soldats en travers, parce que c'est une forêt qui sont pas entretenues. Et il va devenir un expert de la dynamite, parce qu'il faut faire sauter tout ça, pour créer la voie qui va lui permettre de ramener tout ce qu'il a à ramener. Et tout ça lui aura pris 2 ans de labeur intense, et une fois que la loco sera enfin en état de marche, il va carrément se mettre à construire une voie ferrée de 300 mètres pour pouvoir la faire rouler dessus. Ce qu'il a accompli, on peut le comparer aux 12 travaux d'Hercule. Et il faut dire qu'il est costaud, le bougre, c'est vraiment un Hercule, il a fait 1m90, il pesait 119 kg à 20 ans, il en a dans les muscles. Et cette locomotive, qui relève du chef-d'œuvre, est d'ailleurs aujourd'hui exposée au musée forestier de la Colombie-Britannique de Duncan, avec le bulldozer et peut-être aussi la jolie petite voiture qu'il a construite quand il était gamin. Et son second exploit, ça sera la reconstruction d'un avion. Skiball a fini par le passionner, l'intéresser. Il avait repéré ce type d'avion, qui est un P-40 Kitty Hawk, lors d'un meeting aérien. Et les dents de requin qui sont peintes à l'avant de la carlingue de cet avion, elle avait complètement conquis. Et il s'était dit ce jour-là, j'en veux un comme ça. Il va donc réussir à dégoter une épave rouillée de cet avion chasseur qui a fait ses preuves durant la Seconde Guerre mondiale. Il cherchera ensuite fébrilement des pièces pour le remonter, et ce qu'il ne pourra pas trouver, il va le fabriquer. Il sera aidé en cela par Robert Keller, que l'on surnomme familièrement Bob, le gamin d'un voisin qu'il admire par-dessus tout. Bob Keller a rencontré pour la première fois Granger Taylor, alors qu'il n'avait que 8 ans. Son papa était une relation amicale des parents de Granger, et Granger l'avait emmené évidemment faire un tour pour lui faire plaisir dans sa jolie locomotive, et de ce jour, Bob Keller est devenu à jamais fasciné par ce personnage, par ce jeune homme incroyable, qui a plus du double de son âge, mais que les adultes, dont son père, le père du gamin, trouvent bizarroïde, même s'il le trouve génial par ailleurs, parce qu'il est absolument génial. Et Bob Keller, qu'il considère comme un grand frère, a rapidement abandonné l'école, lui aussi, et il va en quelque sorte devenir son assistant. Il travaillera chaque jour à ses côtés durant des années, et après la disparition mystérieuse de Granger, il ne cessera de défendre sa mémoire tout au long de sa vie et sans jamais faillir, et c'est d'ailleurs par lui qu'on apprendra énormément de choses. Ce seront 2 ans de travail acharné que Granger Taylor et son jeune ami Bob consacreront à la fabrication du Kitty Hawk afin que celui-ci puisse enfin prendre son envol. Granger ne sait évidemment pas piloter, mais qu'à cela ne tienne, il va démontrer que cet avion peut se maintenir en l'air, et sa créativité va lui permettre de le faire. Certaines sources indiquent en effet qu'il aurait ainsi fixé des barres de retenue à l'arrière de l'avion, afin de pouvoir l'enchaîner à un arbre qui tient debout, à un arbre bien solide. Et c'est ainsi qu'en démarrant le moteur et en actionnant les volets, il va réussir à faire décoller l'avion et à le laisser en l'air
Ça durait peut-être pas, mais en tout cas, il y a des gens qui sont venus voir ça, des voisins, puis des gens du voisinage, que Duncan, à cette époque, est une petite ville. Tout le monde se connaît, donc on sait que le fils Taylor, il y a des choses à voir. Donc on est venu admirer ça. Et il y a des sources qui expliquent qu'il aurait passé son brevet de pilote et qu'il aurait fait des démonstrations aériennes qui auraient fortement impressionné la population locale. Je ne sais pas. Parce que j'ai cherché des photos, j'ai cherché en savoir plus. Ça me paraît suspect. Mais enfin bon, sait-on jamais. Et plus tard, l'avion, il est tellement beau qu'il sera exposé durant 2 ans à l'extérieur d'un magasin sur l'Island Highway, c'est-à-dire l'autoroute qui longe le bord de mer, jusqu'à ce qu'il soit vendu à un collectionneur d'avions d'époque qui vit dans le Manitoba. Il sera vendu en 1981 pour $20 000. Mais à cette époque, comme Taylor est porté disparu depuis près d'1 an, ses parents vont déposer l'argent sur le compte bancaire de celui-ci, qui s'ajoutera aux $10 000 qui s'y trouvaient déjà, et qu'il n'a pas touché vu qu'il a disparu et que on attend qu'il revienne. Mais revenons-en au fil de l'histoire. Après les avions, Granger Taylor s'intéressera de plus près aux fusées et aux vaisseaux spatiaux. Ça fait en effet déjà un moment que le sujet extraterrestre l'interpelle. Comme tous les autres habitants de la région, il a sans nul doute été fasciné par cette incroyable histoire d'OVNI aperçue par des infirmières avec 2 personnages à bord, il flottait devant les fenêtres de l'hôpital du district de Duncan au petit matin du 1er janvier 1970, et à cette époque-là, il avait 21 ans et ça l'avait certainement fasciné. D'ailleurs, j'ai compté il y a quelques mois cette sidérante histoire de rencontres rapprochées, qui était intitulée, vous avez la vignette de cette vidéo à l'image, c'est donc les visiteurs de la Saint-Sylvestre, et si vous n'avez pas vu ce sujet, c'est vraiment c'est complémentaire, si vous voulez, à ce que je vous raconte aujourd'hui. Très intéressant. Et puis il a sans doute aussi regardé à la télévision Les Envahisseurs, qui n'a pas regardé cette émission, que ce soit en Amérique du Nord ou dans le monde entier, puisque moi je regardais ça avec intérêt. Il a dû regarder Star Trek aussi, et comme tant d'autres, il a été certainement au cinéma pour regarder Rencontre du 3e type, je me souviens, c'était en 76, et j'avais traîné mon papy et ma mamie au cinéma pour voir ça. J'étais toute enthousiaste et je leur ai demandé si ça leur plaisait. Ils ont été gentils avec moi, mais enfin, j'ai vu que j'avais pas fait un tabac avec mon film. Enfin bon. Donc pour en revenir à Granger Taylor, il a dû aller voir ça au cinéma, puis il y a eu La Guerre des Étoiles, Star Wars. Donc la trilogie est sortie en salle en 77. L'Empire contre-attaque est sorti un petit peu plus tard, en mai 80, 6 mois avant que notre ami disparaisse. Et par sa famille, on sait de manière certaine que Granger Taylor s'est beaucoup documenté sur les contacts extraterrestres et qu'il a acheté de nombre de bouquins sur le sujet. Et en petit génie de la mécanique, qui sait s'il ne se serait pas dit, moi aussi je veux ma soucoupe volante, et si j'en fabriquais une? C'est ce qu'il va faire un beau matin. Il va commencer à chercher des pièces pour pouvoir fabriquer sa soucoupe, et il va dégoter 2 paraboles et c'est parti mon kiki. Et vous voyez, vous allez voir à l'image ce qu'il a réussi à faire. Et c'est ainsi que sera construite, avec l'aide du gamin, la Bob Keller, une petite soucoupe volante qu'il installera dans un petit coin tranquille du vaste terrain qui entoure la ferme familiale. Il va l'aménager. À l'intérieur, il installera un petit canapé-lit, un poêle en fonte, puisque l'hiver il fait froid, et même un téléviseur. Cette petite soucoupe tout confort deviendra l'antre, dans laquelle il va se réfugier pour réfléchir et méditer tout à son aise, sans être dérangé, sinon de temps à autre par Bob, auquel il va se confier. C'est son confident. Il lui raconte tout, pratiquement. Vraiment tout. Obsédé par l'idée de connaître le mode de propulsion des engins extraterrestres, donc des soucoupes volantes, il va passer des heures à réfléchir dans cette petite soucoupe qu'il s'est construite, où il dormira d'ailleurs de plus en plus souvent. Et il dévorera plus que jamais tous les livres qu'il a réussi à se procurer sur le sujet pour tenter de comprendre le mode de propulsion de ces mystérieux ovnis. Donc il se base sur des récits de témoins oculaires. Il a acheté le livre d'Adamski notamment.
Et puis, il lit avec intérêt les hypothèses pseudo-scientifiques que les auteurs de ces différents livres ont développées. Souvent, il discutera du sujet avec des ados qui sont devenus ses amis et qui sont aussi des copains de Bob. Si celui-là ne doutera généralement pas de ses propos, la plupart des autres gamins ne sont pas vraiment convaincus par ce qu'il raconte, même si c'est prodigieusement intéressant et que c'est rigolo des fois parfois. Mais bon, c'est quand même un peu perché. Et j'ignore s'il s'agit de la vérité, mais selon certaines sources, Granger Taylor aurait même fabriqué un prototype de radio afin de tenter de communiquer avec les extraterrestres. Il a peut-être fabriqué, ça a marché ou pas, je crois pas. En tout cas, lors de ses méditations solitaires, il lui arriva de se retrouver dans un état de modifié de conscience, c'est très net, et c'est alors que lui venaient en tête de drôles d'idées, et même ça va aller plus loin que ça. Et c'est ainsi que dans les courants du mois de novembre 1980, alors qu'il est en train de s'affairer avec Bob sur l'aile d'un avion de chasse japonais qu'ils sont en train de remettre en état, un avion de la Seconde Guerre mondiale, et Granger Taylor va confier à Bob que la nuit précédente, des extraterrestres se sont manifestés à lui alors qu'il méditait et il s'est retrouvé plongé dans une sorte de rêve. Et l'un des extraterrestres, c'est ce qu'il dira, va communiquer télépathiquement avec lui. Il lui aurait dit que lui et les siens appréciaient ses compétences en mécanique. Il en aurait alors profité pour leur demander des informations sur le mode de propulsion de leur vaisseau. Et c'est ainsi qu'il aurait appris que cela était propulsé au moyen de l'électromagnétisme. Avec émotion, Taylor dira à Bob que ce rêve a été bref, mais qu'il a été très réaliste, et si réaliste d'ailleurs, que ça va l'obséder toute la journée. Il ne cessera d'y penser. Il n'a pas vu le personnage qui s'est adressé à lui. Ça a été essentiellement un échange télépathique. Bob Keller confiera plus tard que le Stellar lui a aussi révélé de quelle planète de notre galaxie il était originaire. Granger lui en a évidemment révélé le nom, mais il l'a malheureusement inexplicablement oublié. Et puis voilà, que le lendemain, Granger va annoncer à nouveau à Bob qu'il a eu de la visite, dans les mêmes conditions que la fois précédente. Et cette fois, ses visiteurs lui ont dit qu'ils souhaiteraient l'emmener faire un long voyage de 42 mois, afin qu'ils puissent visiter leur planète. Et lorsque Bob va lui demander où ils se retrouveront, il lui répondra que les stellaires lui ont demandé de ne rien dire à qui que ce soit, même pas à lui. Ils l'ont seulement autorisé à annoncer qu'il viendrait le chercher dans 2 semaines, en précisant quelque chose de très curieux et qui va se réaliser. C'est-à-dire que ce serait le jour de la tempête du siècle. Des années plus tard, Bob Keller avouera que ce qu'il lui a dit ce jour-là l'a tout de même laissé un peu perplexe. Bah oui. Sur le moment, il n'a pas su trop quoi en penser, mais il connaît son ami. Il sait que son imagination est débordante et qu'il est excentrique. Mais lorsqu'il dit quelque chose, il n'a pas l'habitude de mentir. Donc quand il dit un truc, il le fait. Alors il se demande ce que c'est que cette histoire, évidemment. Bon, il va rien se passer de spécial durant les 2 semaines qui suivront. Il y aura apparemment pas de nouveaux rêves. En tout cas, il en a rien dit à Bob. Granger se montrera parfois pensif, mais ça ne l'empêchera pas de continuer à œuvrer avec Bob sur les projets en cours comme si de rien n'était. Et ce que l'on découvrira plus tard, c'est que durant cette période, et à l'insu de sa famille et de ses amis, Granger Taylor a rédigé un testament contenant des instructions très détaillées sur la manière dont ses parents devraient distribuer les biens s'ils venaient à disparaître. Il était également mentionné que tous ses projets en cours et son argent devaient revenir aux membres de sa famille. Et il demandait aussi à ceux-là de prendre bien soin de sa chienne bien-aimée, Lady. Cette pauvre bête, il lui manquait une patte, il l'adorait. Et d'après ce qu'il se dit, il aurait rayé sur le testament la mention décédée pour la remplacer par la mention disparue. C'est pas la même chose. On saura encore et de manière certaine qu'avant son départ pour son énigmatique voyage vers les étoiles, Granger Taylor a emmené Bob et ses copains les plus proches pour une petite virée à Duncan, en ville, en quelque sorte une fête d'adieu. Il va évidemment leur annoncer qu'il est sur le point de partir dans les étoiles avec les extraterrestres qui l'ont contacté. Comme il l'aime bien, même s'il pense qu'il s'agit encore d'une de ses charmantes excentricités, ils feront pas de remarques. Ils se moqueront pas de lui non plus.
Après tout, sait-on jamais, avec lui on peut s'attendre à tout. Hein. Et le 28 novembre, soit la veille de sa disparition, Granger Taylor va aller trouver son beau-père, Jim, dans sa chambre. Les deux hommes vont avoir une longue conversation et Granger lui dira alors toute l'affection qu'il lui porte ainsi que sa profonde gratitude pour tout ce qu'il a fait pour lui depuis qu'ils se connaissent. Et Jim avouera que cette conversation avec Granger, qui est pas généralement disert sur ce sujet-là, elle l'a profondément ému. Ce qui s'attend pas, c'est à la suite. Grace, la mère de Taylor, n'était pas là à ce moment-là. Elle était en vacances à Hawaï, ça faisait des années qu'elle n'avait pas pris de vacances, donc elle était partie à faire un petit séjour au soleil, et elle regrettera évidemment de ne pas avoir été là à ce moment-là, dans ces moments-là. Et puis viendra le matin du 29 novembre 1980. Comme il le fait chaque jour, Granger a été chercher Bob chez ses parents dans son joli pick-up Datsun, modèle 1972 qui était bleu à l'origine, mais qui a été repeint en rose fluo par Bob, et un copain d'ailleurs, ce qui ne doit pas manquer d'ailleurs de mettre en émoi les habitants de Kochiwan, la vallée de Kochiwan, Cowichan, pardon, je fais de l'inverse là, Cowichan et de Dencon, parce que bon, à l'époque, on n'avait pas encore trop le rose fluo en poupe, hein. Voilà. Et un peu plus tard, alors qu'ils sont en train de s'affairer sur une épave, Bob va remarquer que Granger semble préoccupé et même fébrile, ce qui n'est pas habituel. Et puis il y a la météo qui n'est vraiment pas au beau fixe et qui commence sérieusement à se dégrader. De lourds nuages très sombres envahissent le ciel, la lumière du jour va soudain baisser, au point qu'on dirait que la nuit vient de tomber, c'est assez particulier. Et un peu plus tard, alors que les conditions météo vont s'aggraver, il va soudainement décider de ramener Bob chez lui. Jamais il avait fait ça auparavant, donc Bob ne comprend pas très bien ce qui se passe. Et en fait, il avait quelque chose à faire, parce que revenu à la ferme, Granger Taylor se rendu dans la chambre de ses parents. Ce matin-là, Jim était absent, et il va en profiter pour coller sur la porte d'un placard le mot que vous voyez à l'image, et qui dit la chose suivante: « Cher père et mère, je suis parti à bord d'un vaisseau spatial extraterrestre, car des rêves récurrents m'ont annoncé un voyage interstellaire de 42 mois pour explorer le vaste univers avant de revenir. Je vous lègue tous mes biens, car je n'en aurai plus besoin. Veuillez suivre les instructions de mon testament pour vous aider. Amour, signé Granger. » Ceci fait, il va sauter dans son pick-up rose et quitter précipitamment la ferme. Vers 18h, on le verra pousser la porte du Bob's Grill, qui est un petit restaurant où il a ses habitudes depuis des années. Linda Barron, qui est une serveuse qu'il connaît bien, va prendre sa commande. Ils auront une brève conversation, comme à l'habitude. Rien de spécial. Une fois son dîner avalé, il va quitter le restaurant vers 18h30, alors que la tempête commence vraiment à se déchaîner à l'extérieur. Plus tard, la serveuse dira à des policiers qui sont venus l'interroger que ce soir-là, il a dîné seul et que ce qui l'a un peu surpris, c'est que malgré la tempête qui commençait vraiment à prendre de l'ampleur, et puis la saison qui est quand même fraîche en novembre là-bas, il portait pas de manteau. Il ne portait qu'un pull marron, zippé sur le devant, enfilé par-dessus un t-shirt noir, il avait un jean noir, et au pied, il était chaussé de bottes de forestier. En tout cas, après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il va se rendre chez les Keller. Il est venu discrètement, en fait, dire à Robert: « Je suis sérieux, les extraterrestres vont venir ce soir. » Avant de fondre en larmes, l'adolescent, qui est évidemment dévasté, va alors lui demander s'ils pourront quand même se joindre, parce qu'il sait que pour le voyage de 42 mois, le pauvre a des raisons d'être triste, hein, parce qu'ils sont vraiment, il l'aime vraiment, hein. Et il va recevoir le coup de grâce parce que Granger Taylor va ajouter alors que les 42 mois d'absence pendant lesquels il sera en voyage avec les stellaires ne sont pas des mois qui correspondent au temps de la Terre, mais à celui de leur dimension, ce qui signifie qu'il ne reviendra sur Terre que dans 150 ans. Cette annonce va être un coup terrible pour le gamin, car Granger Taylor est en fait la seule personne qui semble comprendre, qui le valorise. Le malheureux est en effet plus ou moins le souffre-douleur de son papa qui ne cesse de le dénigrer. Le voyant en larmes, Taylor tentera de le consoler en lui disant que ce qui lui arrive à lui est la meilleure chose qui soit pour un être humain et qu'il faut qu'il s'en réjouisse. Pour lui, je suis pas sûr que ça ait consolé le gamin.
Enfin bon. Granger Taylor va ensuite le serrer dans ses bras en l'assurant de son amitié. Bob Keller le verra monter dans son pick-up rose et foncer dans la tempête, qui après il a vraiment des proportions inquiétantes, puis ça va être très grave cette tempête-là. Hein. Et dès ce moment, on le reverra jamais. Jamais plus. Le lendemain, les journaux évoqueront cette tempête dévastatrice qu'ils ont qualifiée de tempête du siècle, tiens donc, et qui a plongé toute la région dans le noir. À cause de quoi? D'une gigantesque panne d'électricité. Panne d'électricité géante. Bon, enfin, c'est exactement ce que la tempête du siècle, c'est exactement ce que les extraterrestres lui avaient dit dans son supposé rêve. Inutile de préciser que lorsque lorsque Jim Taylor va trouver la note de son beau-fils Granger, placardé sur la porte de la chambre, et ben l'inquiétude va le gagner évidemment. Il va constater aussi que les heures passent, que il ne réapparaît toujours pas. Ça va pas le rassurer. Jamais il a fait une chose pareille. C'est pas le genre à faire des mauvaises blagues. C'est pas vraiment son genre. Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer? Et lorsqu'il va trouver peu après, en allant probablement donner à manger à Lady, le chien. Lorsqu'il va trouver après son manteau roulé en boule dans la niche de Lady, là il dit c'est grave, il y a quelque chose qui va pas. Il va donc aussitôt alerter la gendarmerie royale du Canada, la GRC, qui ne va pas perdre de temps pour se mettre à la recherche de Granger Taylor. Il faut savoir que la GRC c'est du sérieux, ce sont des gens qui travaillent avec beaucoup d'efficacité, un peu l'équivalent, diront certains, du FBI américain. En tout cas, les grands moyens vont être déployés rapidement, mais les vérifications exhaustives qui vont être réalisées auprès des hôpitaux et autres services gouvernementaux ne révéleront strictement rien quant à l'endroit où pourrait se trouver le disparu. On ne sait pas où il est. Au dire d'un enquêteur qui sera en charge de l'affaire pendant des années, le caporal Demchuk, eh bien le nom de Granger a été inscrit dans le système informatique national de la police et la division des véhicules à moteur de Victoria a été alertée au cas où le permis de conduire de Granger, qui expire en octobre prochain, serait renouvelé. Puis apparemment ce sont des permis qui doivent expirer au Canada, hein, pas comme chez nous. Une multitude d'hectares de forêt sera fouillée dans les moindres recoins avec des chiens policiers. Des hélicoptères ne vont cesser de sillonner le ciel. Malheureusement, c'est pas chose facile de repérer une voiture ou un individu dans une forêt aussi touffue, hein, et autour de Dancon et de la vallée de Cochiwan, et c'est vraiment touffu. Hein. Tenter d'y retrouver un véhicule, en fait, ou une personne portée disparue, ça équivaut à chercher une aiguille dans une botte de foin, et encore, enfin en tout cas, pas d'indice en vue, c'est très ennuyeux. Les recherches vont se poursuivre durant des semaines et même des mois, selon certaines sources, mais ça sera peine perdue, officiellement. Elles cesseront définitivement en 1984, et le caporal Demchuk admettra que ce qui l'a le plus intrigué dans ce dossier plutôt déroutant, c'est que le pick-up de Taylor n'a absolument pas été retrouvé. On l'a pas retrouvé encore. Et pourtant, Dieu sait si les moyens employés, mis en œuvre ont été importants. Et pour leur part, les parents de Granger Taylor ont également fait publier régulièrement dans les journaux des annonces en disant que si on retrouvait le véhicule, ils donnaient 100 $, à celui qui avait 100 $ à celui qui avait trouvé le pick-up. Mais aucune de leurs annonces ne recevra une réponse, pas un coup de téléphone, rien du tout. Quand l'immatriculation du véhicule va expirer en 1981, les enquêteurs de la GRC en déduiront que ce véhicule n'est probablement plus en circulation. Mais alors qu'est-il devenu? Un véhicule de cette taille et de cette couleur criarde ne disparaît quand même pas tout de même comme ça dans la nature. Il y en a un qui aura été étonné par les méthodes des enquêteurs, c'est le petit Bob Keller. Oui, Bob, il s'est étonné parce qu'aucun policier n'est venu l'interroger. Alors que tout le monde savait que lui et Granger étaient comme les doigts de la main, qui ne se quittaient jamais depuis des années. Bon, c'est peut-être son père qui était quand même un drôle de zig qui a fait obstacle puisque son fils est mineur et qu'après tout, il y a peut-être une autorisation à donner. En tout cas, voilà. En attendant, le pauvre gamin qui est complètement désespéré se rendra souvent à la ferme des Taylor pour réconforter Jim et Grace qui sont dans un état
Terrible, hein, évidemment, parce que c'est terrible de ne pas savoir où quelqu'un est passé. Et ils pleureront ensemble, évidemment. Les Taylor, qui espèrent toujours le retour de leur fils, laisseront jour et nuit la porte de leur maison ouverte. Enfin, ils verrouilleront pas la porte, hein, ainsi que la lumière du porche allumée, au cas où il reviendrait. Et il se dit qu'au bout de 42 mois, le jour où Granger Taylor aurait dû normalement revenir, son frère Douglas, qui était alors garde-côte, aurait passé la nuit à scruter le ciel en espérant y repérer une lumière inhabituelle, susceptible d'annoncer le retour de son frère. Mais hélas, rien ne se passera. Bon, je pense que ça c'est de la littérature, parce que il a quand même un sacré caractère, Douglas. Et bon, je crois pas, mais enfin il a peut-être regardé quand même, parce qu'on sait jamais, avec son frère, tout est possible. En tout cas, au début de l'année 1986, la famille Taylor va demander à la police de refermer le dossier et de procéder à son classement définitif afin que Granger Taylor puisse enfin être déclaré officiellement mort. N'y croit plus. Et voilà que quelques semaines plus tard, soit le 20 mars 1986, va y avoir une surprise. Voilà que l'affaire va soudain rebondir. Des forestiers vont en effet retrouver dans la forêt, à quelque distance du sommet du mont Prévost, à proximité d'un chemin de service forestier, les traces d'une terrifiante explosion. Un détail est intéressant, le site de cette explosion se trouve tout proche de la lettre X que Granger avait tracée sur une carte qu'il avait dessinée et qu'il avait laissée derrière lui à la ferme. Maintenant, les parents ont dû comprendre que cette carte mentionnait le lieu du rendez-vous avec ses interlocuteurs stellaires, puisqu'il était parti. Voilà. En attendant, les forestiers vont aussitôt évidemment alerter la GRC, qui se rendra immédiatement sur place, et les hommes de la GRC vont retrouver les restes d'un véhicule qui pourrait peut-être être celui de Granger, et constater que l'explosion a été d'une telle intensité que elle a creusé un cratère énorme, et projeté des tas de choses sur très large et profond. C'est vraiment une explosion terrible qui s'est passée. Des débris ont été projetés à 180 mètres à la ronde. Vous imaginez si ça a pété. Une jambe du véhicule sera retrouvée plantée dans un tronc d'arbre à une hauteur de 9 mètres de haut. Quant au bloc moteur, il a été projeté à plusieurs, je crois que plusieurs dizaines de mètres du cratère. Enfin, c'est un truc de fou ce qui s'est passé. On va retrouver une partie d'une plaque d'immatriculation du véhicule incrustée dans un tronc d'arbre, ce qui va permettre tout de même à la police d'affirmer qu'il s'agit du véhicule de Granger Taylor, alors qu'il manque quand même tout de même la moitié des indications qu'on trouve sur une plaque d'immatriculation. Certaines sources indiquent que les restes d'un pull de laine auraient été retrouvés sur les lieux, tandis que d'autres auront évoqué les restes d'une chemise que Grace, la mère de Granger, lui aurait confectionnée de ses mains. Bon, ce qui est étrange, c'est que la serveuse du Bob's Grill, qui a été une dernière personne à le voir, a indiqué qu'il portait à ce moment-là un pull marron sur un t-shirt noir, mais un t-shirt c'est pas une chemise. Hein. Bon, enfin, on peut pas confondre. Grâce à des chiens de policiers, des fragments d'os vont être quand même retrouvés sur le site, hélas. Le crâne et notamment les dents qui pourraient permettre une identification à peu près formelle, on retrouve rien de tout ça, il n'y a plus rien. À la demande du coroner, ces fragments d'os seront expertisés par un pathologiste et qui se contentera de conclure qu'ils sont bien humains, ces restes, et que ce sont les fragments d'os d'un humérus appartenant à un sujet adulte. Et comme il ne sera pratiqué aucune analyse ADN, on ne saura jamais de manière certaine si ces fragments d'os sont ceux ou non de Granger Taylor. Bon, à l'époque, c'est vrai que l'ADN, les analyses ADN, ça n'était pas courant. On aurait pu le faire après. Ça, là, vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a eu autre chose. Et c'est ainsi que le dossier de l'enquête menée par le GRC sera clôturé. Je souligne que les restes de Granger Taylor n'auraient apparemment jamais été remis par la suite à la famille. Il semble aussi que les services du coroner n'aient d'ailleurs pas proposé aux Taylor de le leur restituer, contrairement à l'usage. Et si c'est exact, on se demande bien pourquoi. Je vais vous donner la réponse. En fait, il se pourrait qu'il y ait une explication à cela, puisqu'il se dit en effet que ces morceaux d'os auraient disparu après que le dossier ait été définitivement clôturé par le coroner.
Est-ce le fait d'une erreur humaine? Est-ce que cela relève d'un acte volontaire? Sur ce point, le mystère restera entier. Il semblerait aussi que la famille Taylor n'ait pas eu communication des pièces du dossier, sinon à minima. Les multiples rapports d'enquête ne lui auraient ainsi jamais été communiqués, et si ça s'avère exact, ça aussi c'est pas très normal. En tout cas, le coroner qui a clôturé le dossier a prudemment retenu comme cause de la mort l'explosion du véhicule qui, selon lui, il fallait qu'il marque une excuse, il aurait probablement, possiblement dérapé en raison des pluies abondantes qui se sont abattues sur la région ce jour-là, et le dérapage du pick-up aurait causé l'explosion de la dynamite qu'il transportait. Comment est-ce possible? Certains ne manqueront pas en effet de clamer haut et fort que Granger Taylor avait l'habitude de faire sauter des souches à la dynamite, qu'il était un expert en ce domaine, alors que si son véhicule en avait contenu, il serait pas risqué sur une route ou un terrain où il risquait de partir en vrille et de sauter avec la charge de dynamite. Et pour sa part, Bob Keller va dire quelque chose d'intéressant, parce qu'il passait ses journées avec lui, et il connaissait évidemment l'état du stock de dynamite, qui était remisé dans une grange de la ferme. Et l'ultime fois que Granger avait utilisé de la dynamite, les bâtons en avaient été extraits d'une boîte entamée dont il avait pu vérifier qu'elle se trouvait toujours dans la grange après son départ. Seuls manquaient les derniers bâtons qui avaient été utilisés en sa présence. Donc, il a vu. Et certaines sources indiquent que, au contraire, que Jim Taylor aurait signalé, en signalant à la police la disparition de son fils, il aurait signalé aussi la disparition d'explosifs. Une fois encore, qui croit? Moi, je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'il avait autre chose à penser plutôt que et je suis pas sûre qu'il pensait au suicide. Il a dû le trouver bizarre, mais je pense pas parce qu'il y avait aucun signe avant-coureur. En tout cas, quoique le coroner ait conclu à un décès accidentel, on peut se poser la question du suicide. En fait, si le coroner n'a pas retenu la thèse du suicide et qu'il a préféré rester prudent, c'est qu'il avait certainement une bonne raison. Est-ce qu'il disposait des éléments suffisants pour démontrer la possibilité d'un suicide? Eh bien, probablement pas. Parce que durant l'enquête qui a été menée, nombre de personnes ont évidemment été interrogées, à commencer par des membres de la famille. Il y a de fortes chances qu'elles aient indiqué, puisqu'elles l'ont dit par la suite à la presse pour certaines, n'avoir rien remarqué d'anormal dans le comportement de Granger. Il avait l'air normal. Et puis, il y a quand même ce testament dans lequel Granger Taylor a apparemment rayé la mention décédé pour la remplacer par la mention disparu. Outre cela, Linda Barron, la serveuse du Bob's Grill, a fait des déclarations publiques à la presse. Elle a parlé aux policiers aussi. Et elle n'a pas dit qu'elle avait trouvé son comportement anormal, inhabituel. Elle le connaissait bien. Bon, à ma connaissance, nul n'a jamais dit qu'il semblait déprimé et suicidaire avant de disparaître. D'ailleurs, il avait l'air plutôt heureux, parce que quand il a réuni les copains pour aller faire la fiesta à Duncan et voilà, et pour leur dire au revoir, il était en pleine forme. Il leur a même annoncé qu'il partait voir les extraterrestres. Bon, ça avait fait rigoler certainement après, mais bon. Donc, cette histoire de suicide, à moins d'être cynique, et je dirais ça, on pourrait même dire tordu, ce qu'il a jamais été, puisqu'au contraire, il était connu pour être sans filtre et dire toujours la vérité, il est à mon sens inenvisageable que Granger Taylor ait pu monter une telle mascarade afin de masquer ses intentions suicidaires. Et parce que si on a en tête l'idée de se suicider, ça se voit. On finit toujours par se trahir à un moment donné. Et puis en général, on n'a pas le sang jusqu'aux oreilles et on a des moments où ça va pas. Là, c'était pas le cas. Alors Granger Taylor s'était-il mis soudain à souffrir d'une maladie mentale, comme certains l'ont prétendu? Bon, on ne peut nier que son profil était singulier, pour ne pas dire original, tout le monde s'accorde à le dire, même si son intelligence était indéniablement au-dessus de la moyenne, faut quand même le dire aussi. Mais il était relativement sociable aussi, il aimait très bien être solitaire, mais il n'empêche que il était agréable avec les gens quand il les rencontrait,
C'était un introverti sociable, un solitaire sociable. Et ceci depuis toujours. Il n'y avait rien qui avait changé. Bon, sa communication avec les autres n'était pas toujours aisée. D'ailleurs, il recherchait pas particulièrement la compagnie des adultes avec lesquels il était mal à l'aise. Donc ses amis étaient essentiellement des gamins, bien plus jeunes que lui. Des adolescents dont beaucoup étaient en déshérence d'ailleurs, sur lesquels il veillait un peu comme un père, qu'ils avaient quitté l'école, ils traînaient dans la rue, ce qu'il avait horreur. Et puis il n'aimait pas quand il y avait de l'alcool aussi, hein, il le disait. Il supportait pas de les voir traîner. Mais il a toujours été attentionné avec eux, il leur parlait avec gentillesse, et quand il faisait des reproches, c'était toujours sur un ton mesuré. Et c'est pas hasard si ses jeunes amis l'avaient appelé Gentle Ben, c'est-à-dire mon doux Ben. On ne lui connaissait pas de fréquentation sentimentale, et pourtant ça ne le désintéressait pas. Il souhaitait rencontrer quelqu'un. Et la preuve en est qu'il a au moins une fois, alors qu'il était âgé de 22 ans, fait passer une annonce dans un journal pour trouver une amoureuse. Et cette annonce, vous la voyez à l'image, et voilà ce qu'elle dit. Il a écrit en majuscule « discret et timide ». Et puis après, il écrit qu'il est solitaire, il précise qu'il apprécie les spectacles, les sorties, les voyages, et qu'il recherche une femme sincère, âgée de 18 à 25 ans. Voilà. Sa singularité pourrait-elle être associée à des troubles mentaux? Ben non. Je suis pas psychiatre, mais il me semble que non. Moi, je pense qu'il était un peu comme Ettore Majorana, hein, et que c'était un type génial. Bon, ils n'étaient pas dans le même domaine, évidemment, mais je pense que c'est un Asperger. Et donc, voilà. Et si on mettait les aspis à l'hosto, ben, il y aurait quand même pas mal de gens qui dégageraient. Et on n'aurait jamais eu connaissance des thèses géniales d'Ettore Majorana, parce que je suis sûre que c'était ça son problème. Enfin, son problème. C'était pas un problème. Il avait un comportement à lui, voilà. Mais il a disparu aussi, celui-là, on l'a jamais retrouvé. Hein. En tout cas, bien que plutôt réservé, Granger se montrait tout de même souvent enthousiaste. Faut pas oublier, il avait bien rire quand il était bien disposé. Il était enthousiaste aussi dans sa passion de la mécanique. Quand ça marchait, il était le plus heureux du monde. Enthousiaste dans son aide envers les autres, ça j'en ai parlé. Et dans les jours qui ont précédé sa disparition, il semblait complètement surexcité à l'idée d'aller faire un long voyage en soucoupe. Donc tout le moral était au beau fixe. Durant toute sa vie, Bob Keller n'a jamais cessé de défendre donc la mémoire de son grand ami. Des décennies plus tard, il acceptera de s'exprimer dans le cadre d'un documentaire qui a été consacré à Granger Taylor, et on découvrira à cette occasion que ce grand ami qui était le sien je parle de Bob, hein, Bob Keller, était un type bien. Il a été un petit garçon sympa, mais il a été un type bien, sincère. Et on le verra très très encore affecté par la disparition de Granger Taylor. C'est vraiment un homme qui l'a marqué. Et devant la caméra, il dira très fermement non, Granger Taylor n'était pas un fou, même s'il était différent des autres. Il était certes original, mais c'est un homme brillant. Il déclara aussi avec force qu'il n'était pas dépressif, que s'il avait voulu se suicider, il l'aurait su parce qu'il lui disait tout. Il lui confiait tout. Il se confiait tout le temps. À part l'endroit où il avait rendez-vous avec les extraterrestres. Donc s'il avait voulu se suicider à la dynamite ou se suicider tout court, il l'aurait dit, il l'aurait su. Et cet homme affirmera par la suite avec autant de force qu'une explosion accidentelle est tout autant à exclure, parce que Granger manipulait la dynamite comme un artiste, et la sécurité était toujours sa priorité absolue, donc il n'aurait pas pris de risque. Et Bob Keller a toujours clamé que les débris retrouvés sur la zone de l'explosion ne pouvaient être en aucun cas ceux du véhicule de son ami. D'une part parce que la plaque d'immatriculation n'était pas complète, elle était en partie détruite, et d'autre part parce que la jante retrouvée plantée dans l'arbre n'était pas du modèle de celle qui équipait le pick-up. Et il savait de quoi il parlait, puisqu'à changement de jante, il l'aurait vu, ils bricolaient ensemble. Et puis, il y a eu ce débat sur la couleur du pick-up qui anime encore les esprits. La police a indiqué que les traces de peinture retrouvées sur les débris étaient de couleur bleue. Or, si c'était la réalité pour Bob Keller, pour Bob Keller, ça pouvait pas être le pick-up de Granger. Pourquoi? Il était bien placé pour le savoir, parce que c'est lui, avec un copain qui s'appelait Darren, qui l'avait repeint en rose fluo, avec de la peinture rose
Pepto-Bismol. Voilà ce qu'il dira. Ce qui me semble surprenant, moi personnellement, c'est que la zone de forêt où ont été découverts les débris de ce véhicule avait été manifestement fouillée par la GRC, et certainement minutieusement, parce qu'ils ont fait des sacrées fouilles. Ils ont cherché partout. Ils sont venus des années plus tôt, et il n'y avait rien qui a été trouvé. Pas de reste d'épave. Et puis, ce qui a été retrouvé en 86, 6 ans plus tard, a été retrouvé à proximité d'un chemin de service forestier. J'ai donc du mal à imaginer que durant 6 ans, aucun forestier ne soit passé par là, sur ce chemin de service, et que s'il y en a qui ont emprunté le chemin, ce fameux chemin de service, ils n'aient pas remarqué que la végétation avait subi un sérieux traumatisme. Parce que quand on fait péter ce qui est la charge de dynamique qui a explosé, vu la violence de l'explosion, il y a nombre d'arbres qui ont dû être cassés, qui ont dû être couchés au sol, qui ont volé en éclats. Et ça, quand on est un pro, hein, on a l'œil et on remarque. Donc là, rien. Puis il y a encore une autre anomalie. Il se dit que nombre de personnes vivant en contrebas du Mont Prévost auraient dit avoir entendu durant la terrible nuit de l'ouragan, de cette fameuse tempête du siècle, vers 20 heures, ce qui n'aurait pas ressemblé à un coup de tonnerre, ça ressemblait à une explosion. Si c'est exact, vu la durée des recherches menées sur le terrain et l'enquête qui a aussitôt été menée de tambour battant par la GRC, on aurait dû tenter de déterminer quelle était la cause de cette explosion et puis aller voir là où ça s'était apparemment passé. Or, apparemment, rien. Alors, il y a d'autres hypothèses pour la disparition qui ont été avancées. Certaines avanceront, et c'est plausible, que Granger Cutler en avait peut-être assez de sa petite vie plan-plan en famille, qui aurait peut-être envie de changer d'air, hein, découvrir le monde, et peut-être commencer une autre existence ailleurs. On savait qu'il adorait la Colombie. C'est un pays qui l'attirait, il aurait bien aimé aller faire un tour. Pendant Eric, il a laissé tout son argent, il n'y a eu aucun mouvement sur son compte. La voiture, l'immatriculation est tombée en 1981. Ce truc ne roulait plus. Donc, c'est pas ça. Il a pas dû partir ailleurs. Et puis, il y a une hypothèse un peu farfelue qui a été développée par certains, voulant que Granger, ce génie de la mécanique, soit parti travailler pour les services secrets gouvernementaux, canadiens et peut-être américains même. Travaillait peut-être sur un programme secret. Certains ont même avancé qu'il était parti pour la zone 51. Bon, je fais pas de commentaires là-dessus parce que... Et puis, il y a quand même cette hypothèse du voyage extraterrestre. C'est-il du lard ou du cochon? Parce qu'après tout, hein, on peut se poser la question. Est-ce que notre ami Granger Taylor a eu au soir en ce soir de novembre 1980 un contact avec des intelligences venues d'autre espace? Comme Bob Keller l'a affirmé, il aurait été plus ou moins contacté par la voie du rêve. Bon, c'est vrai que ça arrive dans le cadre des rencontres rapprochées. Certaines sources disent que ça peut arriver de différentes manières. On peut entendre une voix dans sa tête aussi. Bon, en tout cas, il y en a qui se sont dit ouais, tout ça c'est du flan. Il a eu des bouffées délirantes. Ça arrive quand on a une maladie mentale, quand on est schizophrène notamment. Quand on consomme certaines substances. Consommait-il des substances? Eh ben oui. Il se trouve que Granger Taylor en consommait. Quoique certains les déniaient. Hein. Depuis longtemps, il consommait du cannabis. Et depuis quelque temps, avant d'être invité à un petit voyage dans les étoiles, on avait remarqué qu'il était passé à l'acide. Et l'acide, c'est le LSD. Je vous ai raconté l'histoire de Pont-Saint-Esprit et ce que ça avait donné. Donc, on a quand même des sacrées visions de panorama et c'est pas toujours terrible. Hein. En tout cas, à cette époque-là, ce genre de substance, on en prenait encore assez couramment et tranquillement en Amérique du Nord. Et on sait que dans les mois qui ont précédé sa disparition, il avait sérieusement forcé sur la dose. Bon, une dose, ça dure à peu près 12 heures au niveau des effets. Il en prenait 2 par jour, apparemment. Ça fait beaucoup.
Bah, et alors, ces drogues-là, eh bien, c'est comme l'ayahuasca, par exemple. On passe dans des mondes différents et vous avez à l'image une peinture d'un artiste qui peint lorsqu'il a pris cette substance. Eh bien, ce qu'on voit régulièrement, bah, sont des serpents. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On voit des personnages, on voit des fois des villes futuristes et des vaisseaux. Et parfois, des êtres qui sont pas très, très, très terrestres, vous voyez. Donc, voilà. Euh, Bob Keller donc a avoué qu'effectivement il se droguait et des membres de sa famille n'ont pas nié non plus. Sa sœur Grace et son frère Douglas l'ont confirmé, ainsi qu'une de leurs cousines qui s'appelait Jacqueline Sandy Ford, et qui ont confirmé son abus sur cet acide. Hein. Et pour sa sœur, bon, il s'agissait simplement d'une simple expérience qu'il menait, qui lui permettait d'élargir ses horizons et d'accéder à certaines réalités. Ah, c'est sûr qu'on accède probablement à ça. Mais par contre, ce qu'on peut dire, et ça tout le monde a été unanime, c'est que c'était pas quelqu'un qui était forcené au niveau de la consommation. En règle générale, quand il était au cannabis, c'était pas ça. On l'a jamais vu avoir des troubles du genre le gros very bad trip, vous voyez, où on finit à plat ventre, ou même pire, ou d'autres, pas du tout. Ça n'affectait pas apparemment son discernement et son équilibre psychique dans la vie de tous les jours. C'était donc pas un junkie, et de surcroît, sa famille a confirmé à l'unanimité qu'il ne consommait pas une goutte d'alcool. Cela dit, est-ce que la prise de cette chose qui n'aurait pas provoqué ses rêves d'extraterrestres et ses hallucinations auditives? Bah pour ma part, j'ai tendance à penser, comme d'autres, que ces substances ouvrent effectivement des portes, des portails, sur d'autres plans où pullulent certaines intelligences et créatures qui ne sont d'ailleurs pas forcément positives pour l'espèce humaine. Voilà, ça j'en suis certaine. Moi, j'ai pas vraiment fait ça, mais je sais pas combien de fois ça m'a pas réussi, hein. Du tout, du tout, du tout. Je ne veux absolument pas toucher à ce genre de truc. Et quand j'ai l'occasion de le dire, je dis, faites pas ça. Parce que, une fois que la porte est ouverte, on a du mal à la refermer. Voilà. On peut se faire hameçonner, on peut se faire manipuler, voire pire, par ces intelligences qui peuvent parfaitement être extraterrestres ou tout à fait autre chose et qui sont passées pour des extraterrestres. Voilà. Hein. Je vous le dis parce que c'est vraiment une réalité. Alors, bon, on ne peut pas exclure qu'effectivement ces trucs-là aient été facilités par cette substance. Pour autant, il y a quand même des conditions mystérieuses sur cette affaire qui sont difficilement explicables et on ne peut pas, franchement, ni de façon avérée, expliquer les causes de la disparition de Granger Taylor. Et si quand même l'histoire extraterrestre était quand même un début d'explication au mystère. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Il faut savoir qu'autour de Duncan, dans cette région de la vallée de Cowichan, ainsi que dans les zones du mont Prévost et du mont Seeker, qui sont particulièrement boisées avec une forêt très dense, nombre de personnes, au fil du temps, ont disparu sans laisser de traces. Un nombre important de véhicules abandonnés ont été retrouvés, mais jamais leur propriétaire. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, lorsque je conte une histoire, eh bien, et quand il est question de rencontres rapprochées ou de gros mystères, eh bien, je vais quand même aller voir du côté des légendes. S'il y a des menhirs ou des dolmens, je sais qu'en Europe occidentale, il y a souvent des visiteurs. Hein. Puis chez les Amérindiens, bah, on a vu que les sites sacrés et des lieux où ont vécu les Amérindiens, comme Skinwalker Ranch par exemple, eh ben, il se passe des choses. Et il n'y a pas que là. Hein. Donc, je suis allée voir là-dessus. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, c'est pas triste. Et dans le cas présent, je me suis intéressée de près au mont Prévost, puisque c'est sur ces contreforts qu'auraient été retrouvés l'épave désintégrée d'un véhicule, que beaucoup pensent être le sien, alors que bah, c'est peut-être pas le sien du tout, au fond. Hein. Puis il y avait cette fameuse carte qu'il a oubliée à la ferme avec le X. Bah oui, donc je vais voir le mont Prévost. Et qu'est-ce que je découvre? Accrochez-vous.
Et ben j'ai découvert que ce mont présente un sacré intérêt. Cette petite montagne était en effet considérée comme sacrée par les Indiens Cowichan qui ont occupé paisiblement toute la région pendant des milliers d'années avant que les colons britanniques ne viennent s'installer sur leurs terres. Cette montagne portait d'ailleurs le nom de Swookus, et par la suite elle a été rebaptisée et a porté le nom d'un capitaine britannique qui s'appelle James Charles Prevost. Et les Indiens Cowichan, qui sont toujours nombreux dans la région de Duncan, affirment qu'il y a bien longtemps, leurs ancêtres sont venus du ciel et que le premier stellaire qui posa le pied sur la Terre le posa sur l'actuel mont Prévost. L'homme venu des étoiles s'appelait Stutsun et ce serait le divin créateur qui l'aurait déposé sur cette montagne. Il va y rester seul assez longtemps et ce n'est que plus tard que des frères et des sœurs de l'espace viendront l'y rejoindre. En attendant leur venue, il se construira un abri sur le flanc de la petite montagne, et alors qu'il y travaille, il va entendre une voix résonner, celle du Créateur, et qui va lui dire de se rendre dans une grotte, probablement l'une de celles se trouvant sur les contreforts de la petite montagne, à moins que ce soit dans une de ces grottes magnifiques qui se trouvent dans la vallée de Cowichan. Il y en a pas mal. Et je souligne que des fouilles archéologiques d'ailleurs ont été réalisées dans ces grottes et qui sont très intéressantes, parce qu'on a retrouvé des artefacts et des amas de coquillages, parce qu'ils mangeaient des coquillages probablement, puis ça servait peut-être d'offrande. On en a trouvé beaucoup dans ces grottes et c'est très intéressant. Donc c'est une région habitée depuis fort longtemps. En tout cas, c'est ainsi que cet homme venu des étoiles nommé Stutsun va se rendre dans l'une de ces grottes. Et là, qu'est-ce qu'il va y trouver? Il va y trouver un chien. Un chien qui a une particularité, il a le cou tordu, le malheureux, il regarde toujours le ciel. Il ne peut pas baisser la tête. Et comme Stutsun trouve son port de tête orgueilleux, il baptisera d'abord Smetun, un mot qui désigne une personne fière, vous voyez, qui regarde vers le haut. Et il finira par être rebaptisé finalement Swookus, et ça sera le nom qui sera donné finalement au mont Prévost. Et donc c'est le nom du chien. Voilà. Et puis bon, après ça sera rebaptisé mont Prévost, et puis voilà. Et par la suite, un premier ou une première stellaire du nom de Sialutsa va être déposé au sommet de la montagne. Un peu plus tard, ce seront 7 autres stellaires, hommes et femmes, qui seront à leur tour déposés à divers endroits de la vallée de Cowichan. Et les Indiens Cowichan disent que ces stellaires, qu'ils sont leurs ancêtres. Ils en descendent. Et bien plus tard, certaines grottes du mont Prévost seront utilisées par des Indiens Cowichan afin d'honorer la mémoire de leurs ancêtres venus du ciel, notamment celle de Stutsun, qui fut le premier à poser le pied sur elle. Voilà. Seront également célébrées dans ces grottes les cérémonies de passage des enfants à l'âge adulte. Certaines grottes se trouvant sur un flanc du mont Prévost étaient dédiées aux adolescentes qui allaient devenir femmes, et puis d'autres grottes étaient dédiées aux garçons en passe de devenir adultes. Et il semblerait que ces rituels de passage à l'âge adulte aient encore été célébrés il y a pas si longtemps que ça par les Cowichan, et qui sait s'ils ne le font pas encore aujourd'hui. Et puis il y a une autre légende du peuple Cowichan qui est tout aussi intéressante. Sur ce fameux mont Prévost et les zones environnantes vivraient des êtres étranges que l'on ne rencontre généralement que la nuit. Ceux-là que les Cowichan nomment les Stétaltes et qui ont la capacité de se rendre invisibles. Tiens donc. Ils émettent des sifflements bien reconnaissables et vivent apparemment dans des grottes. Autrefois, lorsque les Indiens Cowichan entendaient ces sifflements, ils prenaient leur fusil, alors ils tiraient dans la direction du sifflement. Et puis voilà qu'un jour, un chef nommé Stelowald, qui faisait sa petite promenade du soir avant d'aller faire dodo, va tomber sur l'un de ces êtres étranges et lui demander ce qu'il vient faire si près de son village. Et le personnage va lui répondre qu'il est venu pour le punir, pour avoir tiré sur son peuple. Il va alors ordonner au chef de s'asseoir et le dépouiller de tous ses attributs de chef, ses plumes, ses fourrures, tout, avant de le cribler de flèches. Il y a 2 autres personnages identiques qui vont venir et qui vont lui dire qu'il ne faut pas le tuer. Le chef dira avoir été littéralement hypnotisé et paralysé par ces êtres. Tiens donc.
Tiens donc. Et avant de s'en aller, il aurait été contraint de leur promettre de ne plus jamais leur tirer dessus et d'ordonner à son peuple de faire de même lorsqu'ils entendront les sifflements. Et ces personnages qui hantent le mont Prévost et la vallée de Cowichan seraient associés à des elfes. Certains. En tout cas, ils auraient la vilaine réputation de voler des enfants. Et des enfants qu'on ne revoit jamais. Et ces êtres sont encore très craints par le peuple Cowichan. Et c'est une région très fréquentée. Bien sûr, il y avait l'histoire de l'hôpital de Duncan avec les infirmières qui ont vu la soucoupe avec les 2 hommes à bord. Mais il y a autre chose. C'est pas la première fois à l'ère moderne que des observations d'OVNI ont été relevées dans cette zone. Jim Cave, qui était l'ancien maire de Duncan et qui se trouve où se trouve l'hôpital, le fameux hôpital du district, vous le voyez en photo avec la reine d'Angleterre. Elle était venue en visite à un moment au Canada, il y a très longtemps, hein, à l'époque où il était maire, c'est les années 70. Le monsieur que vous voyez en bleu, c'est le fameux maire. Et alors celui-là, c'est un ancien Britannique, né en Grande-Bretagne, qui était un soldat d'élite. Donc, si vous voyez un ovni, il va se passer des trucs. Vous allez voir. Donc, un soir qu'il se reposait chez lui, il a soudain entendu un son ressemblant à un fort bruit de turbine. Il saute de son lit, il se précipite à la fenêtre, et qu'est-ce qu'il voit? Son jardin baigné dans une lumière d'un blanc éclatant qui provient d'une source inconnue qui est située juste à la verticale de sa maison. Il sort comme une bombe, un fusil à la main, il veut se précipiter au dehors, sauf que, au moment où il franchira le seuil de sa demeure, la lumière s'éteint. Pouf, il est dans le noir. Il aura tout de même eu le temps de distinguer un grand engin qui a soudain filé dans la nuit à une vitesse vertigineuse, sans émettre évidemment le moindre son. Et puis il y a eu une suite, puisque le 13 janvier suivant, en revenant d'une réunion du conseil municipal, il a surpris son voisin qui était en train de regarder encore un engin de belle taille, plané au-dessus de la station de transformation d'électricité qui est à côté, et cet ovni émettait un rayonnement pulsant de couleur violette. Est-ce qu'il était en train de se servir en électricité? À la jumelle, en compagnie de son épouse et de son voisin, tous vont voir l'étrange vaisseau continuer d'émettre sa lumière pulsante, puis se livrer ensuite à des manœuvres aériennes irréalisables évidemment par un appareil terrien, des inversions de direction, des arrêts, voilà. Ça va durer 10 minutes. Ça va durer 10 minutes jusqu'à ce qu'ils partent à une direction vertigineuse en direction d'où? Du Mont Prévost. Et là, pouf, plus rien. Et ça va pas s'arrêter là. Puisque quelques jours plus tard, un astronome amateur qui est passionné d'OVNI, qui s'appelle Vernon Stanley Jones, qui avait d'ailleurs édifié une petite tour d'observation dans sa propriété pour mieux observer tout ça, va faire une observation intéressante. Et elle s'est produite sur Lakes Road le soir du 6 janvier 1970 à 23h. 1970 à 23h. Alors qu'il roulait tranquillement, lui et sa femme ont aperçu un énorme disque de couleur orange qui survolait lentement une colline toute proche. Stanley Jones s'est aussitôt garé sur le bas-côté, a éteint ses phares pour mieux le voir, et ils vont le voir planer une altitude qui est variable, ça va de 500 à 1000 pieds, et ça va durer 8 minutes. Et le couple, à un moment, le verra éjecter des sortes de boules de feu. D'autres témoins diront avoir également observé le phénomène. Et il se trouve que l'endroit où ces personnes ont observé l'engin se trouvait à moins de 3 km du transformateur. Hein? Voilà. Celui-ci, donc le maire Jim Cave et Stanley Jones en déduiront que l'OVNI est peut-être venu pour se ravitailler en énergie électrique et pourquoi pas. L'hypothèse est intéressante, on a déjà vu d'ailleurs un ovni, j'ai vu une vidéo avec un ovni qui prenait apparemment quelque chose sur une ligne à haute tension. Bon. En tout cas, ça sera pas la première fois que l'on observera des ovnis planer au-dessus des transformateurs et des réseaux électriques, ça c'est sûr, mais revenons-en à ce que je disais de ce qu'ont observé les époux Cave en cette soirée du 6 janvier 1970. Alors qu'il se dirigeait vers le nord, l'engin va soudain stopper avant de changer de cap pour aller survoler Duncan, le centre-ville. Il va prendre un autre cap ensuite et il va disparaître à une vitesse vertigineuse vers le nord, donc Mont Duncan. Et tout ça s'est passé le 6 janvier 1970. Et je rappelle que les infirmières du district, l'hôpital du district de Duncan,
ont observé l'OVNI devant les fenêtres le 1er janvier. Donc il y a quelques jours de différence. Stanley Jones expliquera quelque temps plus tard à Sharon Curry, une journaliste locale, que 2 ans plus tôt, des habitants vivant près de Cowichan avaient dit avoir perçu d'étranges bips électroniques. Pour autant, ils n'avaient jamais observé rien de particulier dans le ciel. Moi, j'ai entendu ça chez moi en Normandie. Et il n'y avait rien dans le ciel. Sinon, un grondement terrible aussi après. Enfin bon, ça m'a fait peur, ça. Et imaginez que vous êtes sous un 747 qui décolle et que ça dure 20 minutes. Et que vous avez une copine au téléphone. C'était un truc de fou. Et il n'y avait rien. Rien. Qu'est-ce que j'avais au-dessus de la tête? Et j'ai fait des photos, il n'y avait rien. Très bizarre. Et on s'entendait plus parler, elle entendait bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Hein. Enfin bon, bref, les bips, je connais, j'ai déjà entendu. Stanley Jones affirmera encore que des sons similaires auraient été captés par un opérateur radio-amateur. Or, aucune explication ne pourrait donner leur origine. Ah, mais quand même, il s'en passe des choses dans cette magnifique région du sud de l'île de Vancouver, et en particulier dans le district de Cowichan, aux abords du mont Prévost. Alors on peut tout imaginer évidemment quant à la disparition de Granger Taylor, car il existe une multitude de faits troublants, comme vous avez pu le voir. On peut rester sceptique de la pure réalité. Bon, c'était un dingo, il est monté sur le mont Prévost, il s'est cassé la figure avec son bazar, son truc, il avait pris des bâtons de dynamite, il a pété, puis ça a pété, puis c'est tout. Oui, ça peut être ça. Mais quand même, vous avez vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Comment se fait-il qu'on n'ait jamais vu ce véhicule à proximité d'un sentier forestier quand tout a été fouillé? Comment se fait-il qu'on n'ait pas qu'apparemment les débris d'os, voilà, et même s'ils n'avaient pas été supprimés, pourquoi par la suite n'a-t-on pas réalisé une analyse ADN? Il y a des tas de choses qui vont pas. Il y a des tas de choses qui vont pas, et des choses en même temps qui confortent l'histoire qu'a raconté Duncan avant de partir, c'est-à-dire je vais voir les extraterrestres. On peut pas l'exclure totalement, même si on ne peut pas la valider. Rien ne peut être validé dans cette histoire-là. On ne peut avoir que des hypothèses et des suppositions. Et je peux vous dire une chose, c'est que cette histoire restera un grand mystère qui sera peut-être pas près d'être élucidé, ou peut-être jamais, à moins que Granger Taylor reviennent dans un siècle, puisqu'il y a déjà 50 ans d'écoulés, normalement. Si ça dure 150 ans dans leur temps à eux, comme il l'a dit à Bob, ben dans 100 ans, le Jedi est de retour. Sauf que nous, on mangera les pissenlits par la racine, donc faudrait qu'on prévienne nos descendants au cas où. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère que ça vous a plu. Bah j'ai moins chaud, mais alors qu'est-ce que j'ai eu chaud? J'ai cru que j'allais... Vous avez vu ma coiffure? Non, je ressemble à rien. Ah ça, je suis pas la plus belle fille du monde aujourd'hui. Mais enfin bon, j'ai jamais été non plus. Ça risque pas de s'arranger. Voilà, bon bah écoutez, je vous remercie. Merci pour votre générosité. Si vous pouvez continuer, je suis pas contre pour les petits cafés. Je le ferai pour la Bérésina. Et puis merci pour tout. Voilà, ça me fait quand même du bien quand j'ai vos messages, parce qu'ils sont vraiment sympas. Et puis des fois, j'essaie de vous faire plaisir. Vous voyez, Granger Taylor, on en avait parlé. Eh ben, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Alors bon, j'ai énormément de choses à faire, vous vous en doutez, donc je pourrais pas tout faire, mais je ferai au mieux tant que je tiens le coup et que je pourrai encore le faire. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie. J'espère être plus chouette la prochaine fois, au niveau, vous voyez, tout ce qu'il faut. Moins rouge, parce que là, c'est c'est pour ça, on s'en fout. Voilà, et je vous dis à la prochaine, à bientôt, portez-vous bien, passez de bonnes vacances si vous y êtes, et essayez d'imaginer que la vie est belle et qu'il n'y a aucun problème. Voilà. On va être en mode... Voilà. Voilà, bon bah écoutez, je sais pas si je peux vous dire à la prochaine, parce que des fois c'est bizarre mon truc. Mais enfin, je vous le dis quand même, et comme d'habitude, bah, je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.